Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler du coffret de Steven Rhodes. Le coffret est créé par Ben Stoll avec les illustrations de Steven Rhodes. Le jeu est édité en français par Don Panning Games. Le coffret est conçu pour 2 à 6 joueurs et des durées de partie de 30 à 45 minutes en fonction des jeux. Ce coffret comprend 3 jeux, Let's Dig for Treasure, Let's Summon Demon et Don't Talk to Stranger. Chacun de ces jeux propose une expérience ludique rapide et agréable, parfaite pour des sessions entre amis ou en famille. Avec ses illustrations rétro et ses mécaniques, ce jeu est parfait pour ceux qui cherchent des jeux de rôle avec un humour décalé et un monde à lui. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer les règles des 3 jeux. Ne vous en faites pas, je mettrai du chapitrage que vous accédiez au jeu que vous désirez. Et en fin de vidéo, je vous dirai ce que j'ai pensé de ces jeux et de cet univers-là. Dans Let's Dig Treasure, ce qui est un jeu de fouille, les joueurs vont chercher des artefacts secrets pour découvrir les mystères et déterrer des vers. Armé de votre pelle et en compagnie de votre petit frère, vous partez à l'aventure. À chaque tour, vous allez découvrir la carte du dessus de l'une des 3 pioches, puis vous pouvez continuer à piocher. Mais attention, certaines cartes rapportent des points, d'autres ont des effets spéciaux, et d'autres encore mettent fin à votre tour sans aucune récompense. Il faut savoir quand s'arrêter et quand continuer à creuser. Dès qu'une pioche est vide, la partie se termine, et le joueur ayant accumulé le plus de points remporte la partie. Pour la mise en place, vous allez mélanger toutes les cartes et les diviser en 3 piles à peu près égales. Nous allons appeler ça les pioches de fouille. C'est le joueur le plus sale qui commence la partie, et le jeu se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre tour, vous avez 2 choix. Vous allez piocher une carte dans une des 3 piles, vous révélez la carte pour que tous les joueurs puissent la voir, puis vous l'ajoutez à votre pile de cartes déterrées pour ce tour. Après avoir pioché une carte, vous pouvez choisir de soit arrêter de creuser et collecter les cartes déterrées, ou continuer à piocher et ajouter d'autres cartes à votre pile. Par exemple, je pioche celle-ci, je pourrais dire, je continue à piocher, et je vais piocher dans celle-là. Et là, un égout. En fonction des cartes, il va se passer différentes choses. Mais attention, 2 cartes spéciales peuvent mettre fin à votre tour instantanément. La carte Squelette Maudit, si vous la piochez, le tour se termine et vous perdez toutes les cartes déterrées pendant ce tour. Ou si vous piochez une seconde carte vert. Si vous piochez une carte vert alors que vous en avez déjà trouvé un pendant ce tour, vous perdez immédiatement toutes les cartes déterrées et votre tour s'arrête. Vous devez donc être stratégique et savoir quand prendre des risques et quand vous arrêter. Lorsque vous décidez d'arrêter de creuser, vous rassemblez toutes les cartes que vous avez déterrées pendant ce tour, puis vous les placez dans votre pile de score. Vous pouvez consulter et organiser votre pile à tout moment de la partie. Par exemple, imaginons que je m'arrête à un moment donné, je prends toutes ces cartes, je les mets devant moi, ce sera ma pile de score pour la fin de la partie. La partie s'arrête dès qu'une des pioches est vide, et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Il faut être prudent, car avec les cartes Squelette Maudit et Vert, cela met donc fin à votre tour, il faut savoir quand arrêter de creuser. Comme je vous disais, la partie prend fin lorsqu'une pioche est complètement vide. Le tour du joueur actif se termine, et chaque joueur additionne les points des cartes dans sa pile de score. Le joueur ayant accumulé le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Certains effets de cartes ne s'appliquent qu'en fin de partie. Cela est spécifié sur ces dernières. Il existe 3 types de cartes avec des effets spécifiques à comprendre. Vous avez les cartes pillage. Ici, vous avez donc l'illustration de la carte, son nom, les points qu'elle peut rapporter, différents effets et du texte. Ces cartes ont un effet immédiat lorsqu'elles sont piochées. Ce sont les cartes que vous ne voulez pas avoir dans votre pile, comme Vert, Squelette Maudit et Déchets radioactifs. Si vous piochez l'une de ces cartes, vous risquez de perdre votre tour et de ne pas marquer de points. Il y a les cartes avec l'effet de collecte. Ces cartes ont un effet spécial uniquement lorsque vous les placez dans votre pile de score. L'effet n'est pas activé au moment où vous piochez la carte, ni si vous la défaussez au lieu de la collecter. Vous avez également les cartes fin de partie. Ces cartes ont un effet spécial uniquement à la fin de la partie, généralement sous forme de points bonus. Elles ne sont prises en compte qu'une fois la partie terminée. Les cartes sont indiquées de manière littérale. Si une carte stipule un autre joueur, vous ne pouvez pas choisir vous-même. Si une carte dit que vous pouvez faire une action, vous êtes libre de choisir de ne pas la faire. Pour les piles de score que vous mettez devant vous, les autres joueurs ne peuvent pas voir votre pile de score, sauf certaines cartes qui vont pouvoir le permettre. À chaque fois que vous déterrez une carte, vous avez 25% de chance de tomber sur des verts et environ 10% de chance de tomber sur un squelette maudit ou des déchets radioactifs. Il existe plusieurs variantes à ce jeu. Les règles du jeu, vous pouvez par exemple jouer en équipe. Les règles du jeu en équipe sont identiques à celles que je viens de vous dire, avec quelques ajustements importants concernant les points et les interactions. Toutes les cartes doivent être interprétées de manière littérale, comme exprimé précédemment. Certaines cartes peuvent être utilisées de différentes manières, donc soyez attentifs aux nuances. Les membres d'une même équipe doivent s'asseoir en diagonale, l'un de l'autre, afin que les équipes alternent leur tour de jeu. Cela permet une meilleure organisation et un suivi des actions de chaque équipe. Les 2 joueurs d'une équipe partagent une seule pile de score. Cela a un impact sur le calcul des points à la fin de la partie. Car des cartes fonctionnent ensemble, comme le cookie, si elles sont collectées par les 2 joueurs de la même équipe, elles peuvent être associées lors du score final. Vous pouvez également communiquer librement avec votre coéquipier tout au long de la partie, mais faites attention de ne pas trop divulguer d'informations. Je vais un peu vous montrer les différentes cartes qu'il y a. Donc, il y a la carte vert que vous avez déjà vue, le squelette maudit que je vous ai montré, la gadoue, mais il y a beaucoup de cartes gadoue. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce côté de stop ou encore est très amusant.
On va maintenant passer à l'autre jeu qui s'appelle Let's Summon Demon. Et on se retrouve avec Let's Summon Demon, où vous devrez invoquer des démons en collectant des âmes et en sacrifiant vos alliés du voisinage. Vous commencerez par récolter des âmes. Ces âmes vous permettent de recruter des garçons, des filles, des animaux du voisinage. Mais n'oubliez pas, une fois qu'ils vous ont aidé à récolter des âmes, il sera temps de les sacrifier pour invoquer des démons. Les joueurs lanceront les dés à chaque tour. Si le total des dés correspond à un numéro d'activation sur une carte en jeu, vous pourrez activer le pouvoir de cette carte. Les cartes vous permettent généralement de récolter des âmes, mais elles peuvent aussi offrir des effets plus puissants. En dépensant 3 âmes pour acheter une carte du voisinage, vous augmentez vos chances d'activer vos cartes à chaque tour et de récolter plus d'âmes. Vous pouvez aussi sacrifier des cartes pour invoquer des démons qui ont des pouvoirs d'activation encore plus puissants. Pour gagner, vous devez être le premier à invoquer 3 démons et à accumuler 10 âmes. Pour la mise en place, vous allez commencer par constituer la pioche voisinage et vous retournez les 5 premières cartes face visible. Ces cartes constituent le voisinage, il est accessible à tous les joueurs. À la fin de chaque tour, si le voisinage contient moins de 5 cartes, vous replacez les cartes manquantes pour qu'il y en ait toujours 5 de disponibles. Vous pouvez acheter des cartes du voisinage durant la partie et vous allez les placer devant vous. Ensuite, avec les cartes démons, vous mélangez les cartes démons, vous en distribuez 3 à chaque joueur, puis vous placez le reste de côté face cachée. Les cartes démons sont secrètes, vous pouvez les consulter, mais vous devez les garder cachées des autres joueurs. Donnez 5 jetons âme à chaque joueur, et placez le reste des jetons à portée de tous. Chaque joueur reçoit également une carte cierge au hasard. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Comme je vous disais, le premier joueur à posséder 3 démons invoqués ou plus et 10 âmes ou plus remporte immédiatement la partie. Il est possible de gagner en invoquant des démons présents dans votre main de départ, mais il existe d'autres façons d'en obtenir. Vous pouvez également remporter la partie en possédant des démons non invoqués dans votre main de départ. Comment se compose un tour de jeu? À votre tour, vous disposez de 3 actions possibles que vous pouvez effectuer dans l'ordre de votre choix. Lancer les dés, ce qui est obligatoire, acheter une carte du voisinage ou invoquer un démon de votre main. Il peut être tentant de commencer par votre tour en lançant les dés, mais vous pouvez aussi commencer en achetant une carte du voisinage, ce qui peut vous permettre d'activer son pouvoir dès ce tour. En premier, donc, l'action obligatoire, vous devez absolument lancer les dés à chaque tour. Une fois lancé, vous additionnez les résultats des deux faces, le total obtenu détermine l'activation des cartes. Comme vous voyez sur les cartes, il y a différents chiffres, ce qui permet de les activer. Toute carte dont le numéro d'activation correspond au total des dés peut être activée. Vous pouvez activer plusieurs cartes ayant le même numéro d'activation si le total des dés correspond à ce numéro. Si j'ai ces 2 cartes devant moi et qu'il y a un 12 qui sort, je peux activer les 2. Lorsque vous activez une carte, vous appliquez son effet immédiatement. Ces effets peuvent aller de la collecte d'âmes à des actions plus puissantes. Par contre, les cartes démons ne peuvent s'activer que pendant votre tour, car oui, lorsque vous lancez les dés, on fait le tour de tout le monde. Tous ceux qui ont des cartes avec le résultat du dé peuvent activer leurs cartes. Et donc les cartes démons ne s'activent que pendant le tour de leur propriétaire, c'est une distinction importante par rapport aux cartes au voisinage. Une des actions optionnelles que vous pouvez faire est acheter une carte du voisinage. Chaque carte du voisinage coûte 3 âmes. Pour acheter une carte, vous mettez 3 jetons âmes à la banque. Vous récupérez une carte que vous placez devant vous dans votre zone de jeu, et donc, dès qu'un jet de dés révèle le numéro d'activation de cette carte, vous pourrez bénéficier de son effet. La plupart des cartes voisinage peuvent posséder des conditions d'activation supplémentaires qui sont indiquées en rouge. Par exemple, une carte peut nécessiter la mention préalable « garçon ou fille » pour s'activer. Certains effets dépendent de votre jeu, comme la carte Adorable Lisa qui récolte une âme pour chaque adorable enfant en jeu. Veillez lorsque vous achetez une carte à compléter le voisinage à 5 cartes et vous passez au tour suivant. Les cartes voisinage comportent plusieurs attributs qui influent leur activation et leurs effets. Un numéro d'activation, que vous retrouverez ici, un type de carte, fille, garçon ou animal, qui est indiqué ici. Filles et garçons peuvent être adorables ou horribles. Un gamin fait référence de manière générale à une carte fille ou garçon, qu'elle soit adorable ou horrible. Ces distinctions sont utilisées pour déclencher les effets des cartes, et les cartes peuvent avoir des effets différents en fonction des attributs. Par exemple, une carte chien pourrait ne s'activer que si vous possédez un garçon ou une fille. Pour invoquer un démon, vous devez sacrifier 3 cartes de jeu obtenues du voisinage, garçon, fille ou animal. Cela vous permet de choisir un démon non invoqué de votre main et de l'ajouter à votre zone de jeu. Il existe 2 types de cartes démons. Les démons avec un numéro d'activation. Ces démons agissent comme des cartes du voisinage, mais ne peuvent être activés que pendant votre tour. Ou sinon, les démons à pouvoir permanent, ces démons confèrent un effet bonus persistant à leur propriétaire. Ce pouvoir s'active à chaque tour, pendant chaque tour de joueur. Les cartes démons, cierges ainsi que les animaux rares ne sont présents qu'en un seul exemplaire dans le voisinage. Les autres cartes se retrouvent en plusieurs exemplaires, facilitant leur acquisition et activation. Il n'y a pas de limite au nombre d'âmes qui est disponible, que ce soit dans la réserve commune ou individuelle. Si la réserve commune est épuisée, vous pouvez prendre n'importe quel substitut. Si les pioches sont vides, vous remélangez les dés fausses pour constituer de nouvelles pioches. Si plusieurs joueurs ont des cartes avec le même numéro d'activation, le joueur ayant lancé les dés active ses cartes en premier, puis les autres joueurs dans le sens aiguille d'une montre. Cette règle est importante, surtout dans les moments où la victoire est proche. Si vous avez plusieurs cartes avec le même numéro d'activation, vous êtes libre de choisir l'ordre d'activation. Une carte doit être en jeu au moment du jet de dés pour être éligible à l'activation.
Mais les conditions supplémentaires d'activation doivent être seulement remplies lors de l'activation elle-même. Les cartes doivent être interprétées de façon littérale. Si une carte stipule que vous pouvez faire quelque chose, cela signifie que vous êtes libre de choisir de le faire ou pas. Par exemple, quelques terminologies à comprendre: acheter et dépenser 3 jetons âmes pour obtenir une carte du jeton voisinage. Récolter, c'est prendre des âmes depuis la réserve commune. Obtenir, c'est recevoir une carte sans avoir à dépenser d'âmes. Voler fait référence à prendre une âme ou une carte d'un adversaire, mais pas du voisinage. Défausser, c'est retirer des cartes du jeu, par exemple pour sacrifier dans le cas de l'invocation de démons. Et sacrifier, c'est défausser 3 cartes pour invoquer un démon. Vous pouvez, si vous le voulez, jouer avec quelques variantes. Pour rendre le jeu plus court ou plus long, vous pouvez modifier le nombre d'âmes distribuées au début ou ajuster le nombre de démons nécessaires à la victoire. Par exemple, vous distribuez plus d'âmes pour accélérer la partie ou réduire les conditions de victoire pour la rendre plus facile à atteindre. À 2 joueurs, il est tout aussi possible de jouer avec 2 cartes cierges par joueur pour augmenter l'interaction et la stratégie. Si vous voulez un début plus explosif, par exemple, chaque joueur peut invoquer un démon gratuitement dès le premier tour. Cela augmente immédiatement les enjeux du jeu. Pour équilibrer cette variante, vous devez augmenter les conditions de victoire à 4 démons invoqués et distribuer 4 cartes en début de partie, et fixer à 10 le nombre requis dans la réserve personnelle pour gagner. Ces variantes rajoutent des éléments de stratégie et d'interaction qui peuvent modifier l'expérience de jeu, la rendant plus dynamique ou plus tactique selon vos préférences. Donc voilà pour Let's Summon Demon. Nous allons maintenant passer à Let's Talk to Stranger. Et nous voilà avec le 3e jeu, donc Don't Talk to Stranger. Dans le jeu, les joueurs vont aider leurs gamins à se rendre d'un lieu scolaire à un lieu sûr, tout en évitant les événements par des aliens. Chaque tour, vous allez jouer des cartes pour déplacer vos gamins, et le but est d'atteindre ces lieux tout en évitant les pièges extraterrestres. En faisant cela, vous marquerez des points. Le joueur avec le plus de points à la fin de la partie la gagne. Si un alien se trouve dans un lieu où un gamin est présent, ce dernier est enlevé, ce qui va réduire vos chances de marquer des points. Pour la mise en place, vous allez mélanger les cartes, puis vous les divisez en 2 piles pour plus de facilité. Chaque joueur choisit une couleur et prend tous les gamins à sa couleur. Vous allez sélectionner le quartier, soit le quartier A ou de l'autre côté, le quartier B sur lequel jouer. Placez 10 jetons aliens près du plateau. Dans le quartier A, vous en retirez 2. Chaque joueur pioche 3 cartes qui constituent sa main de départ. Les cartes soucoupe volante ou aliens repérés qui sont piochés au début sont immédiatement défaussés et remplacés. Le premier joueur est celui qui a été dans une école récemment, et les tours se déroulent ensuite dans les sens des aiguilles d'une montre. Dans le jeu, à chaque tour, vous allez jouer une carte de votre main pour déplacer un gamin d'un lieu scolaire vers un lieu sûr. Si une carte alien est révélée, c'est-à-dire une carte alien repérée aux soucoupes volantes, elle doit immédiatement être jouée, ce qui peut entraîner l'enlèvement d'un gamin. À la fin de chaque tour, vous allez piocher une carte. La partie se termine dès que tous les aliens sont placés sur le plateau, 8 pour le quartier A, 10 pour le quartier B, ou lorsqu'un joueur a réussi à placer tous ses gamins vers des lieux sûrs. Les points sont calculés en fonction du nombre de gamins dans les lieux sûrs, mais ceux présents sur les routes ne comptent pas. Le joueur avec le plus de points emporte la victoire. Seulement, il est toutefois possible de gagner en établissant un contact avec les aliens grâce à la carte Club de Science, qui offre une victoire alternative. Comment se passe un tour de jeu? Lorsque c'est à vous de jouer, vous effectuez une action parmi les 2 suivantes. Laissez sortir un gamin, ou placez un gamin de votre réserve sur la case école du plateau. Si vous avez déjà un gamin en chemin, vous ne pouvez pas effectuer cette action. Une fois qu'un gamin est en lieu sûr, vous pouvez en laisser sortir un autre. C'est-à-dire que je pourrais, vu que j'en ai pas, comme action le placer ici. Ou bien, vous pouvez jouer une carte. Vous sélectionnez une des cartes de votre main, vous la jouez face visible et vous appliquez son effet. Une fois l'effet résolu, la carte est mise dans la pile de défausse. La limite de la main est de 3 cartes. Les cartes ont des effets variés, souvent liés au déplacement des gamins ou à l'interaction avec des aliens. Je vais vous parler des effets les plus courants que les cartes peuvent vous donner. Vous allez pouvoir vous déplacer. La majorité des cartes demandent de déplacer un gamin d'un certain nombre de cases. Le mouvement se fait toujours de manière orthogonale. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. L'exception est lorsque vous atteignez un lieu sûr, auquel cas vous n'avez pas besoin de vous déplacer d'un nombre de cases exact. Les lignes rouges du plateau représentent des murs qui ne peuvent pas être franchis, sauf avec la carte saut de barrière. Alors que les rectangles jaunes représentent les entrées des lieux sûrs. Vous pouvez aussi avoir, comme effet, déplacer n'importe quel nombre de gamins. Vous pouvez jouer cette carte même si vous n'avez qu'un seul gamin en jeu. Si plusieurs gamins sont déjà sur le plateau, vous pouvez les déplacer tous en même temps. Cela est encore plus avantageux si vous avez débloqué le bonus du parc, qui est un effet de carte que vous retrouverez. Les cartes aliens repérées et soucoupes volantes ne fonctionnent pas comme les autres. Elles ne rejoignent pas votre main et doivent être révélées immédiatement lorsqu'elles sont piochées. Lorsqu'une carte alien repérée est piochée, vous devez placer un jeton alien sur une des cases spécifiques du plateau. C'est-à-dire que si une des cartes est piochée, on la révèle, on la montre aux autres joueurs et on place un jeton comme ceci. Vous ne pouvez pas placer 2 jetons aliens sur la même case. Cela peut provoquer la perte de gamins présents sur cette case et cette case devient infranchissable. Lorsqu'une carte soucoupe volante est piochée, vous désignez un gamin sur le plateau, même dans un lieu sûr, et vous lancez le jeton soucoupe pour décider de son sort. C'est-à-dire, vous prenez ce jeton-là, vous le jetez en l'air pour décider du sort du gamin. Si l'image de la soucoupe volante apparaît, le gamin est enlevé.
La partie se termine dès que tous les aliens sont placés sur le plateau ou lorsqu'un joueur a déplacé tous ses gamins en lieu sûr. Les points sont alors comptabilisés en fonction des gamins dans les lieux sûrs et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Vous voyez ici, il y a indiqué les points que remportent les lieux sûrs. Il y a certaines spécificités à savoir sur les différents lieux sûrs. Sur les pavillons et le manoir, un seul gamin peut occuper ces cases à la fois. Aucun autre gamin ne peut entrer tant que la case est occupée. Avec la piscine offre plusieurs espaces de score avec des valeurs variables. Les premiers arrivés marqueront les points les plus élevés. Avec la bibliothèque, en plus des points marqués, la bibliothèque permet d'augmenter la taille de votre main en fonction du nombre de gamins présents. Par exemple, si vous avez 2 gamins dans la bibliothèque, vous pouvez avoir 5 cartes en main au lieu de 3. Chaque fois qu'un gamin rejoint la bibliothèque, vous pouvez piocher jusqu'à la limite de votre main. Pour le parc, celui-ci offre un bonus en augmentant le nombre de gamins que vous pouvez déplacer. Plus vous avez de gamins dans le parc, plus vous pouvez en déplacer sur le plateau. Pour chaque gamin que vous placez dans le parc, vous êtes autorisé à déplacer un gamin supplémentaire. Ensuite, avec le gymnase, club secret et balle de promo, plusieurs joueurs peuvent avoir des gamins dans ces lieux. Cependant, les points ne sont marqués que pour le joueur propriétaire des gamins dans ces lieux sûrs. Et le score est plus avantageux si l'espace est complet. Les cases de route vides, avec une tête d'alien ou des arrêts de bus scolaires, ne rapportent pas de points. Les arrêts de bus permettent d'utiliser des cartes spécifiques de la pioche, mais ne permettent pas de marquer de points à la fin du jeu. Tant qu'il n'y a pas de jetons, ces cases-là sont franchissables. Si la pioche est épuisée, vous mélangez la défausse pour créer une nouvelle pioche. Cela est peu fréquent, mais avec beaucoup de cartes aliens repérées, cela peut arriver plus tôt dans la partie. Il y a plusieurs variantes qui sont proposées, comme du jeu en équipe et d'autres variantes que vous retrouverez dans le livret de règles. Donc voilà pour les règles de ces 3 jeux. Comme vous avez vu, je suis allé crescendo dans la difficulté des jeux. Le premier est simple et permet de faire découvrir le jeu, le deuxième un petit peu plus, et celui-là est le plus complexe des 3. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé de cela, en commençant par Let's Summon Demon. Si vous aimez les jeux qui ne se prennent pas trop au sérieux tout en offrant une expérience mémorable, Let's Summon Demon est un incontournable. Ce jeu de cartes combine stratégie légère et une dose de hasard pour un résultat hilarant. Dans ce jeu, les joueurs endossent le rôle de jeunes apprentis sorciers qui tentent d'invoquer des démons en collectant des âmes et en utilisant des dés. Ce jeu possède, comme tous les autres, un univers visuel irrésistible. Les illustrations, directement inspirées des manuels éducatifs des années 70 et 80, apportent une esthétique unique et pleine de nostalgie. Cet univers graphique est l'un des points les plus souvent salués, attirant immédiatement l'attention. Un gameplay simple mais captivant. Les règles sont conçues pour être accessibles à tous, ce qui rend le jeu parfait pour des parties rapides avec des joueurs de tout niveau. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour vous amuser dès les premières minutes. Entre les tirages des cartes et les actions des adversaires ainsi que les lancers de dés, chaque tour réserve son lot de surprises. Cela donne lieu à des retournements de situation et des moments mémorables. Parfait pour alimenter les rires et l'amusement. Même si le jeu repose largement sur le hasard, c'est précisément ce côté imprévisible qui rend le jeu amusant. En somme, Let's Summon Demon est idéal pour ceux qui veulent une expérience légère, rapide et hilarante, tout en appréciant un thème peu conventionnel. Avec Let's Dig for Treasure, Steven Rhodes nous invite à devenir des explorateurs de cimetières à la recherche d'artefacts mystérieux et de trésors oubliés. Ce jeu de cartes se concentre sur la découverte et l'exploration, avec une mécanique qui repose sur le hasard et des choix risqués. Avec un thème original, car peu de jeux exploitent le thème de l'exploration de cimetières avec autant d'humour et de légèreté. Chaque carte révèle une trouvaille qui peut être un trésor ou une mauvaise surprise. Cette anticipation de ce qui se cache dans les piles de cartes est un élément central du plaisir. Une courbe d'apprentissage ultra courte. En effet, les règles sont simples à expliquer et à retenir, ce qui est enfin un excellent choix pour initier des non-joueurs ou pour un public familial. Ce jeu est parfait à sortir entre 2 parties plus complexes ou lorsque le temps est compté. Un rythme fluide, avec cette mécanique de stop ou encore, où vous choisissez de continuer ou de sécuriser vos gains, crée un suspense agréable et une tension douce. Cela garde tout le monde engagé tout au long de la partie, même ceux qui sont habituellement réticents aux jeux de société. Le charme principal de Let's Dig for Treasure réside dans sa capacité à surprendre constamment. Chaque partie est rapide mais pleine de rebondissements, et les découvertes humoristiques apportent une touche de légèreté bienvenue. Un jeu à la fois simple et efficace. Dernier mais non des moindres, Don't Talk to Stranger se démarque par son approche plus stratégique et sa mécanique légèrement plus complexe. Le jeu place les joueurs dans un quartier rétro-futuriste où ils doivent protéger des enfants contre des envahisseurs extraterrestres, tout en évitant les étrangers qui rôdent. Un gameplay plus structuré. Contrairement aux 2 autres jeux, celui-ci introduit un plateau et des déplacements, ce qui offre plus de profondeur et de stratégie. Les joueurs doivent jongler entre protéger leurs enfants, collecter des ressources et éviter les dangers, tout en anticipant les actions des adversaires. Avec ses références aux films ou aux séries des science-fiction des années 80, ce jeu sait comment capter l'attention. Il plaira particulièrement à ceux qui apprécient les récits d'enfance teintés de mystère et d'étrangeté. Grâce à plusieurs modes de jeu et des scénarios différents, Don't Talk to Stranger offre une rejouabilité intéressante, que vous soyez en quête d'une partie rapide ou d'un défi plus poussé. Ce jeu sait s'adapter à vos envies. Je vais vous montrer d'ailleurs les différentes variantes qu'il existe dans le jeu. Vous avez donc ici les différentes variantes que vous retrouverez pour ce jeu, et c'est vraiment très intéressant d'avoir fait ça.
Bien que ce titre demande un petit peu plus de temps pour maîtriser toutes ces subtilités, il récompense rapidement les joueurs grâce à ses moments de tension et des décisions tactiques. C'est une excellente option pour ceux qui cherchent une expérience de jeu plus immersive tout en restant dans un cadre accessible. Avec ces jeux, l'essence de l'amusement est capturée, grâce à une combinaison d'illustrations mémorables, de thématiques uniques et de mécaniques simples mais engageantes. Ensemble, ces jeux offrent une palette complète d'expériences, de la légèreté hilarante de Let's Summon Demon, à l'exploration captivante de Let's Dig for Treasure, jusqu'à la stratégie immersive de Don't Talk to Stranger. Chaque jeu propose un univers à part entière où le fun est toujours au rendez-vous. Que vous soyez novice ou joueur expérimenté, ces jeux ont tout pour plaire et trouvent leur place dans vos soirées. N'hésitez plus, plongez dans l'univers de Steve Rhodes et laissez-vous séduire par cette trilogie rétro qui saura faire vibrer votre fibre nostalgique tout en garantissant de bons moments en famille ou entre amis. Vu que les illustrations sont au cœur du jeu, on va faire le tour de quelques illustrations maintenant au niveau des cartes. Donc là, ce sont les cartes de Don't Talk to Stranger que vous venez de voir. On va enlever toutes celles-là. Vous avez un petit peu une idée de toutes ces illustrations assez rigolotes, qui ont vraiment un charme particulier. Là, je vais vous montrer les illustrations des deux autres jeux. Donc là, nous sommes avec les cartes de Let's Dig for Treasure. Voilà. Et là, on va maintenant regarder les cartes de Let's Summon Demon. Ça, vous avez aussi une idée, car les illustrations dans ce jeu-là, dans ces jeux-là, sont quand même très importantes. Ça, c'est les animaux, hein. Voilà donc pour cette vidéo où j'ai abordé les 3 jeux du coffret. J'espère que ça vous a plu, que ça vous en a plus appris sur ces jeux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne également si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!